Bonjour Marc-Henri, au nom des auditeurs de Prévention Santé, merci pour cet entretien aujourd'hui. Vous êtes professeur des universités et enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et vous dirigez le laboratoire de chimie moléculaire de l'état solide. Vous enseignez la chimie, la science des matériaux, la physique quantique. Alors moi j'aurais une première question. Le professeur Jacques Benveniste a été l'objet d'une véritable omerta concernant ses travaux sur la mémoire de l'eau. Vous avez, avec le professeur Montagnier, repris certains de ses travaux et de ses protocoles expérimentaux justement, et vous semblez parvenir à des hypothèses un peu similaires. Ce chercheur aurait-il eu, pour son seul tort, de parler trop tôt de cette singularité de l'eau ? C'est le destin de tous les pionniers. C'est-à-dire que le premier qui arrive, il s'en prend plein la figure. Et donc, ce qu'a trouvé Jacques Benveniste, en fait, au fur et à mesure que je creuse cette chose-là, j'ai appris récemment que c'était pas Jacques Benveniste n'avait pas trouvé ça, en fait. Il l'avait trouvé, c'était des travaux russes qui dataient des années 70. Donc il a fait comme font tous les scientifiques, c'est-à-dire qu'il entend parler d'un truc qui a été fait en Russie dans les années 70, et ça c'est le rôle de la science, on est curieux. Donc en tant que scientifique curieux, il s'est dit tiens, je vais travailler, creuser un petit peu ces choses-là. Et en creusant, évidemment, il est tombé sur des faits. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on essaye d'expliquer avec Luc Montagnier, c'est qu'il y a des faits qui sont indéniables. Alors, face à ces faits, il y a toujours deux attitudes. La première attitude, c'est de les accepter comme étant des faits et d'essayer de... C'est ce que j'essaye de faire. Il y a des faits, j'essaye de faire une théorie, parce qu'il faut conceptualiser pour comprendre ces faits. Il y en a d'autres qui vont avoir, d'autres scientifiques qui vont avoir le chose inverse, c'est-à-dire que face à ces faits, ils vont dire il y a un problème, il y a une erreur, il y a un défaut expérimental. Et donc, ils vont aller chercher toujours le truc qui cloche. Et ça, c'est pas une attitude très constructive, parce qu'en science, il y a toujours quelque chose qui cloche. On ne peut jamais avoir une expérience 100% parfaite. Et donc c'est sûr qu'on trouvera toujours un point de discussion. Ce qui se passe sur la mémoire de l'eau, c'est que ça devient sur cette attitude naturelle de la science qui est d'aller pinailler, se surimpose des croyances qui n'ont rien de scientifique, et surtout une méconnaissance de l'eau qui est véhiculée en fait depuis la révolution lavoisienne, c'est-à-dire la révolution française. Depuis qu'on est arrivé à casser l'eau en hydrogène et en oxygène, on a eu l'impression de comprendre ce que c'était que cette substance. Et on a oublié 20 000 ans d'histoire, de pratique de l'eau en tant, non pas qu'H2O, mais d'eau en tant que substance, qui donne la vie, substance sans laquelle rien ne peut se faire. Et tout ça, on l'a mis à l'arrière-plan. Et ce qu'on trouve aujourd'hui avec les travaux de Luc Montagnier, qui ont été repris initiés par les Russes, repris par Benveniste, puis quand Benveniste est mort, repris par Montagnier, c'est justement une résurgence de tout ce passé millénaire qu'on a mis un peu à la poubelle pendant 200 ans, et qui ressurgit forcément, parce qu'il y a de la vérité. Et simplement, il faut se battre pour faire comprendre que l'eau a quelque chose de plus. Et là, on est aidé aujourd'hui par une science que n'avait pas Lavoisier, qui est la physique quantique. C'est vrai que si, pour tous ceux qui pensent que la mémoire de l'eau, c'est de la foutaise, c'est de l'arnaque, en fait, ils ont raison. Mais ils ont raison dans un certain cadre de pensée. C'est-à-dire que dans leur cadre, c'est tout à fait vrai. Tout ça, ça ne peut pas exister. Simplement, ce qu'on leur demande, c'est de changer de cadre. C'est-à-dire d'inclure en particulier quelque chose qui n'est jamais inclus, qui est le rayonnement électromagnétique et la structure du vide. Parce que pour le moment, toutes les personnes qui ne croient pas à la mémoire de l'eau voient en fait, si on peut le dire rapidement, ils voient le vide. Et comme le vide est vide, on dit il y a de l'espace entre les molécules, donc so what, on n'a pas besoin d'en prendre compte. Mais la physique quantique nous apprend justement que ces espaces où il n'y a pas d'électrons, de matière, ne sont pas vides. Il y a des particules virtuelles, et c'est ça qu'exploite l'eau pour faire ce qu'on appelle sa nanostructure, et de là on peut expliquer tout ce que fait Luc Montagnier. Tout d'abord,
On a compris que l'eau tient une place importante justement dans votre parcours, dans votre étude. Est-ce qu'on pourrait vous définir avec une posture de chimiste, de physicien ou d'astrophysicien ? Ni chimiste, ni physicien, ni astrophysicien, ni biologiste. En fait, je suis tout simplement un scientifique. C'est-à-dire que j'utilise un outil conceptuel qui est le mental, le cerveau, parce que c'est un outil formidable, qui permet justement par son doute, par son pessimisme, par sa critique permanente des choses, qui permet de poser les bases. Ensuite, ce qu'il ne faut pas, c'est rester là. C'est-à-dire que ça, ce n'est que le départ, en fait. Et parce que si on reste à ce niveau-là, on devient un aigri. Donc après, il faut monter, sachant qu'on a des bases solides, et ça, c'est la science qui nous l'apprend. Il faut cette culture scientifique pour justement ne pas se perdre quand on va aller vers des choses beaucoup plus subtiles. Et c'est là où la connaissance scientifique doit être, disons, une aide, mais pas une gêne. C'est-à-dire qu'on doit de temps en temps la laisser de côté, parce qu'elle n'est plus adaptée au problème. Et donc, le fait que la science se découpe en physique, en chimie, en biologie, ça c'est purement académique. C'est pour des besoins d'enseignement et de programmes, de structuration des connaissances. La connaissance en elle-même, elle est ni chimique ni physique. Et ce qui est vrai, c'est ça en fait que je n'avais pas perçu au début de ma carrière, c'est que l'eau justement transcende tout ça. C'est-à-dire que c'est une des rares substances où vous ne pouvez pas faire que de la physique ou que de la chimie ou que de la biologie ou que de l'astrophysique. Et même avec l'eau, vous pouvez même aller en philosophie, vous pouvez aller... c'est vraiment une substance qui a besoin de multiples facettes pour pouvoir être, pas comprise, mais pour qu'on commence à percevoir ce qu'il y a derrière. Alors justement, par rapport à l'eau, j'ai rencontré Corinne Sombrin il n'y a pas longtemps à Lille, au congrès Coordonnance. On a parlé de son expérience en tant que chamane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rapport avec elle sur les études sur l'eau ? Alors ça, j'ai eu une chance de rencontrer Corinne donc un petit peu par hasard, puisque j'étais à une présentation de ses livres et elle cherchait des scientifiques pour discuter avec elle de ce qu'est le chamanisme, ce qu'est ces états modifiés de conscience qu'on appelle. Bon, et il se trouve que ça m'intéresse, donc là on a eu l'occasion de se rencontrer, de s'apprécier. Et tout de suite, m'est venue cette idée que si tout ce que je dis sur l'eau est vrai, c'est que même un verre d'eau doit être capable, si on peut mettre de l'information, on doit pouvoir faire parler un verre d'eau. Le problème, c'est que autant moi qui suis 99% d'eau, c'est facile, puisque vous m'interviewez, vous parlez, on peut échanger les idées avec un verre d'eau, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est quand même à la base la même substance. Donc, si tout ce qu'on voit dans la tradition, sur les aspects, les eaux sacrées, les eaux qui permettent de guérir, si tout ça, ça a du sens, ça veut dire que l'eau est un récepteur. Et en tant que scientifique, il faut le montrer. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé à Corinne de faire, elle a cette capacité, donc par les trans, de faire disparaître la réalité. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure, en fait, on le sait, grâce à la physique quantique. C'est pour ça aussi que je travaille avec elle, parce que si j'avais pas la physique quantique, je dirais tout ça c'est n'importe quoi. Mais la physique quantique m'apprend en fait que ce monde est une illusion. Cette réalité qu'on perçoit autour de nous, c'est quelque chose que nous fabriquons en permanence. Et que cette fabrication coûte énormément d'énergie. Elle se fait à très petite bande passante, comme je l'ai expliqué dans la conférence, et qu'on peut couper ça. Si on coupe cette façon normale, d'ailleurs on le fait naturellement dans le sommeil, mais si on le fait sans être dans le sommeil de façon consciente, c'est ce que fait Corinne, à ce moment-là, toute la réalité change, on retrouve une réalité qui correspond plus à ce que nous apprend la physique quantique, du moins ce qu'elle m'en décrit. Et là, il se trouve que dans ce monde que les chamans appellent le monde des esprits, mais que moi, scientifique, j'appelle simplement le monde quantique, en fait, au lieu de voir les choses comme des choses séparées, on les voit comme des choses reliées. Et en particulier, les aspects physiques, les aspects de forme extérieure changent, mais on reconnaît l'essence. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous n'avez plus votre tête, quand Corinne fait une transe devant quelqu'un, elle ne voit plus la personne
avec son image physique, elle voit son essence en fait, c'est-à-dire des couleurs, des sons, des vibrations. Et avec ça, elle sait parfaitement à qui elle a affaire. Même si c'est pas l'image, voilà, même si c'est pas l'image qu'on attend. Mais elle le sait. Il y a quelque chose qui lui dit, ça c'est par exemple, quand elle fait une transe sur moi, ça c'est Marc. Donc quand maintenant je lui mets un verre d'eau, elle ne voit pas un verre d'eau, elle voit l'essence de ce verre d'eau. De la même façon que quand elle fait une transe sur un être humain, elle voit l'essence de l'être humain. Et à ce moment-là, le verre d'eau lui parle. Et moi, ça me permet de savoir ce que l'eau a raconté, et ça me renforce dans cette conviction que l'eau est quelque chose qui a justement tous ces domaines de cohérence auxquels que je peux mettre en évidence par mon raisonnement théorique. La transe chamanique me permet de les rendre plus concrets. Parce que si l'eau est capable de parler un verre d'eau, ça veut dire qu'effectivement il y a de l'information dedans, et que cette information, il faut bien qu'elle soit écrite sur quelque chose. Je vais faire un petit flashback. Lors d'une précédente intervention, lors du congrès des médecines quantiques, vous avez fait sensation notamment témoignant sur votre adhésion au principe à la pratique de l'homéopathie. On reviendra après sur le vide. Alors justement, vous avez évoqué la notion de topologie du vide. Tout à l'heure, vous en parliez. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail justement ce rapport au vide ? Alors ça, c'est quelque chose qui est très moderne en fait. C'est la question de savoir, le vide, il n'est pas vide. Mais s'il n'est pas vide, de quoi il est fait ? Alors en fait, la grande idée, c'est de dire qu'en fait, c'est pas que c'est vide, c'est non visible. Et ce que nous apprend la physique quantique, c'est que c'est même plus que ça. C'est en fait, vous devez voir le vide comme deux choses. Une chose qui va dans un sens et une chose qui va exactement dans le sens contraire. Et comme si vous réfléchissiez un petit peu avec cette expérience de la corde, vous savez qu'on fait sur la plage, où il y a deux groupes qui tirent sur une corde et puis il faut faire passer une ligne. Si les deux groupes sont exactement de même force, il n'y a rien qui se passe. La corde ne bouge pas. Et quand on dit l'espace est vide, c'est parce que rien ne bouge. Et rien ne bouge parce que le vide est sous tension de deux forces antagonistes qui s'équilibrent juste, exactement. Et ce qui fait que nous, qui cherchons du mouvement, on ne voit pas de mouvement, donc on dit qu'il n'y a rien. Mais ces deux forces antagonistes existent. Ce sont deux énergies opposées. Bon, on l'appelle la matière et l'antimatière en physique quantique. Elles sont là, potentiellement. Elles existent, mais on ne les rend pas visibles. Si par contre, pour une raison X ou Y, vous amenez une particule de matière, vous pouvez déséquilibrer ce rapport de force, et à ce moment-là, va apparaître quelque chose qui est la conséquence de ce déséquilibre. Et là où il y avait du vide, vous voyez apparaître spontanément quelque chose, une particule. Et ça, c'est tout le sens de la physique quantique des champs. C'est comment on peut faire naître de la matière du vide. Donc une fois qu'on a compris ça c'est la première étape, il faut ensuite aller plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle. C'est de comprendre que certains phénomènes, comme l'espace et le temps, ne sont même pas des réalités. C'est-à-dire que si on prend la gravitation quantique à boucle, elle nous apprend qu'il y a des petits objets unidimensionnels qui sont tout petits, 10-35 mètres, qui s'agitent, mais ils s'agitent en eux-mêmes. Ils ne s'agitent pas dans quelque chose. C'est des choses qui ont un mouvement intrinsèque d'agitation et qui ensuite vont se nouer, vont faire des nœuds. Et c'est ces nœuds qu'on définit, qu'on appelle l'espace et le temps. Et une fois qu'on est là, donc c'est cette structure, à partir du moment où vous avez des nœuds dans le vide, des nœuds non visibles, mais des énergies qui se nouent, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des faces, des arêtes, donc on rentre dans de la topologie, c'est-à-dire qu'on peut dire quelle est la topologie de ces arrangements de nœuds qui sont non visibles, mais qui sont quand même le support de toute l'information, en fait, puisque sur un nœud, on peut mettre un 0, on peut mettre un 1. C'est-à-dire qu'on peut aussi écrire et lire dans le vide. Donc là, après, ça devient très technique, mais c'est un peu l'idée qui est là derrière.
J'ai lu une interview avec Myriam Gablier il y a quelques temps pour le magazine Nexus. Alors, je ne vais pas tout citer votre passage, mais vous parliez, le vide a une impédance, c'est-à-dire une résistance électrique. C'est pour vous l'un des grands mystères de la physique, etc. On ne va pas tout dire là, sinon on en aurait pour un petit moment. Et vous finissez par le vide n'est pas vide. Alors justement, est-ce que le vide est capable de transmettre une onde électromagnétique? Vous allez y répondre. Et surtout, est-ce que ce point de vue est partagé par la communauté scientifique? Alors oui, ça, quand vous dites le vide n'est pas vide, il suffit d'aller au CERN à Genève, discuter avec les physiciens des particules élémentaires, ils sont tous d'accord. Puisque toute la journée, ils passent leur temps à extraire des particules du vide. Donc ils créent des objets qu'on appelle les bosons, et là récemment ils ont créé le boson de Higgs. Ce boson de Higgs, en fait, vous ne le voyez pas, mais vous le créez en faisant des collisions à votre énergie. Donc ça veut bien dire qu'il est sorti du vide et qu'il est là. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord. Là où les choses se gâtent, c'est quand vous dites « Ah oui, mais attendez, tout ça, ça ne concerne que le monde subatomique, c'est-à-dire en dessous de 10,15 mètres. Le monde des quarks, tout ça. » Vous dites « Là, tout le monde est d'accord. » Mais dès que vous dites « Ah non, mais attendez, là, on est aux échelles du mètre, on est à Reims, je suis dans une salle, ça fait 10 mètres sur 10 mètres. » Là, on essaye de me faire croire que tout ça, ça n'a plus d'importance. Qu'on a changé de monde, qu'on est passé sur un monde complètement différent, qui est déterministe, où les choses, si je tombe de l'escalier, je me fais mal. Et on nous dit, vous devez oublier la physique quantique, de ces petites échelles, et le vide, vous devez oublier à cette échelle. Il y a un oubli. Et justement, ce que nous apprend la physique quantique des champs, c'est qu'elle transcende les échelles. C'est-à-dire qu'il y a ces fameuses ondes d'échelle dont j'ai parlé à l'IPSN. Et donc, ce qui se passe à toute petite échelle, on a dans le vide ce qu'on appelle une symétrie conforme. C'est-à-dire qu'on peut, si vous avez quelque chose qui est dans une direction, vous pouvez aller dans la direction complètement opposée. C'est-à-dire si vous êtes dans l'infiniment petit, vous avez un lien avec l'infiniment grand. Et donc, c'est tout le principe de fractalité. L'infiniment petit contient l'infiniment grand, de même que l'infiniment grand contient l'infiniment petit. Et donc, vous pouvez faire ce jeu de va-et-vient. Et dans ce jeu de va-et-vient, vous arrivez sur un concept qui s'appelle l'invariance d'échelle, c'est-à-dire que vous vous situez forcément quelque part entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais que ce soit, c'est pas parce que vous êtes à cette échelle du mètre que l'infiniment petit ne vous concerne pas, ou que l'infiniment grand ne vous concerne pas. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment à des milliards d'années-lumière nous concerne. De la même façon que ce qui se passe à l'échelle des particules élémentaires nous concerne à notre échelle. Et donc c'est ça qui manque, disons, à certains scientifiques, c'est cette notion que le vide, bien sûr, existe, ses propriétés qu'on met en évidence dans les accélérateurs de particules existent aussi, a des conséquences concrètes à notre échelle macroscopique. Pour faire le lien par rapport à notre santé, à notre être vivant, je vais vous poser une question par rapport à l'homéopathie, mais avant, ces études que vous faites qui sont brillantes, qu'on a certainement un peu de mal à comprendre pour les personnes, on va dire, lambda, quel est le lien avec la santé? Pourquoi vous êtes parti là-dedans? Comme beaucoup de gens, j'ai eu des enfants. Et quand on a des enfants, il y a des situations dramatiques. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant se lève la nuit, il n'arrive plus à respirer, ça s'appelle une crise d'asthme. Et en tant que parent, vous êtes affolé. Parce qu'une crise d'asthme, c'est terrible. Vous voyez votre enfant qui est en train de s'étouffer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc là, on sait très bien qu'on a ce qu'on appelle la ventoline, qui est une espèce de ventilateur. Bon, c'est une façon de soulager la crise d'asthme. Mais il se trouve que mon ex-épouse était fanat d'homéopathie. Ma mère m'a toujours soigné à l'homéopathie. Donc, on me donne des petites granules et puis on voit la crise d'asthme qui s'arrête. Et puis alors après, en tant que moi, comme je suis un peu scientifique et bourrin, je me dis donc il y a quelque chose dans la pilule qui fait arrêter la crise d'asthme. Et puis on m'apprend que non, il n'y a rien dans la pilule, c'est juste du sucre. Et ça me pose des questions. Comment on peut soigner avec rien? Et quand vous vous posez cette question, forcément vous vous intéressez à ce qui est vide, parce que c'est ce qu'on vous dit en homéopathie, c'est un placebo. Mais si c'était un placebo, peu importe, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, il y a eu une réponse du corps.
Et ça, c'est comme ça que j'en suis arrivé, un peu à mon corps défendant, en m'intéressant à l'eau, au vide, à finalement retrouver des problèmes de santé, c'est-à-dire intéresser des médecins et des thérapeutes. Alors justement, est-ce que l'homéopathie ou un bon nombre de thérapies quantiques font partie des médecines du vide selon vous? Alors, j'aime pas beaucoup le terme thérapie quantique, parce que ça veut pas dire grand-chose, puisque tout est quantique dans la nature, en fait. Donc la thérapie aussi, mais quand je vais au cinéma, c'est un acte quantique. Quand je me balade dans la nature, il y a de la physique quantique de partout. Donc je vois pas pourquoi on spécifierait la médecine quantique, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Par contre, c'est sûr qu'il existe en médecine des techniques qu'on appelle énergétiques, et que ces techniques énergétiques ne peuvent pas se justifier dans un cadre matériel, et plus exactement dans un cadre matérialiste. C'est-à-dire suivant l'idée que tout est fait de petites particules qui s'agitent et que c'est l'agitation de ces petites particules qui vont créer la complexité. On ne peut pas être à ce niveau-là. Il faut passer à un autre niveau qu'on appelle le champ. C'est-à-dire des entités qui ne sont plus des particules mais des choses qui sont délocalisées, qui occupent simultanément tout l'espace. Et quand on est à ce niveau du champ, le champ est immatériel. C'est-à-dire que quand vous regardez un aimant, vous ne voyez rien. Mais par contre, si vous apportez un bout de fer, tout de suite, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Donc il y a quelque chose. Et même si vous ne voyez rien, en fait, la science dit qu'il y a un champ. On appelle ça le champ magnétique, et que c'est le champ magnétique qui attire la fer par une force. Et on a besoin du support du champ. Mais le champ étant non visible et immatériel, et en plus il est partout, il n'y a pas d'endroit où il n'est pas, on voit que c'est complètement orthogonal à la particule qui, elle, est forcément quelque part. Et donc, si vous travaillez à ce niveau-là, pourquoi la médecine n'aurait pas le droit de travailler au niveau du champ ? Et l'idée de travailler au niveau du champ, c'est que si vous changez quelque chose dans le champ, forcément, vous changerez la matière, puisque c'est la même façon que quand vous changez votre aimant, il n'attire plus le clou de la même façon. Pourtant, c'est le même clou, mais vous avez changé l'aimant, vous avez changé le champ. Alors l'homéopathie travaille évidemment à ce niveau-là, mais le massage, l'acupuncture, tout ce qu'on appelle les médecines, moi j'appelle plutôt ça les médecines informationnelles, c'est-à-dire celles qui vous voient non pas comme de la matière, mais comme de la matière qui est parcourue par des flux d'informations. Il y a des endroits où on a trop d'informations qui arrivent, ou au contraire on n'en a pas assez. Parce qu'il faut toujours avoir un petit peu d'informations pour savoir ce qu'il faut faire, mais pas trop, parce que si on a trop d'informations, c'est du désordre, c'est la pagaille. Donc il faut toujours se trouver sur une espèce en position d'équilibriste. C'est ce que les médecins chinois appellent la voie du Tao, c'est-à-dire le juste milieu, un petit peu d'informations, mais pas trop. Donc toujours un équilibre. Et toutes ces thérapies-là, justement, en fait, n'amènent à rien en tant que matière. Par contre, elles changent des choses dans les champs. Et si vous changez les champs, la matière ne peut que suivre. Donc on est à ce niveau-là. Donc pour vous, c'est des médecines de demain? Alors, c'est les médecines de demain, mais aussi c'est celles d'hier. Parce qu'il faut quand même savoir que l'être humain se soigne depuis des millénaires, depuis qu'il existe. Et qu'on n'a pas toujours pris les médicaments pour... on redécouvre des pratiques ancestrales, mais dans un cadre maintenant qui est scientifique. Et c'est ça qui est difficile, c'est que le cadre scientifique qui a permis d'amener tout le monde dans lequel on vit, il faut un peu désapprendre certaines choses pour reconnaître qu'avant, on soignait aussi bien, en fait, mais de façon différente. Et l'idée, en fait, c'est pas trop de dire on va faire du toute information. C'est de dire qu'il y a un juste milieu, il y a des problèmes qui vont être soignables et qui doivent être soignés par des techniques qu'aujourd'hui on appelle conventionnelles, même des médicaments. Il y a des choses où il faut en passer par là, mais le tout médicament, c'est-à-dire toujours penser qu'à une maladie, il y a un gène qui est responsable ou un médicament, ça il faut arrêter. On peut très bien, surtout sur ce qu'on appelle les maladies chroniques, celles où il n'y a pas de cause évidente,
ça c'est le diagnostic clair qu'on a à faire à un champ et pas à un problème matériel. Et donc là, ces techniques-là, ces problèmes-là devraient être systématiquement traités d'abord au niveau du champ. L'autre avantage que vous avez à travailler au niveau du champ, c'est que vous travaillez sur la cause. Alors qu'avec le médicament, vous travaillez sur l'effet. C'est-à-dire que la douleur ou le mal-être est simplement une réponse de l'organisme à une cause. Et quand vous donnez un médicament, souvent le médicament il est là pour faire juste disparaître la douleur ou le mal-être. Mais la cause reste, ce qui fait que quand vous arrêtez le médicament, la douleur revient ou le mal-être revient. Et bon, alors c'est tout bénéfice pour ceux qui vendent des médicaments, mais pour ceux qui eux ont la douleur, c'est pas très intéressant parce que ça les rend dépendants. Donc c'est là où la thérapie informationnelle a son sens, parce qu'elle va vous permettre de vous libérer du médicament, parce qu'elle va s'attaquer à la cause du problème. Et souvent cette cause, si on en croit tout ce que je suis en train de travailler, elle se trouve non pas seulement dans la vie actuelle, mais dans le passé de vos parents, de vos grands-parents, parce que justement, on est des êtres humains qu'on vit et qu'on passe son temps à défausser de l'information dans le vide. Mais que cette information qui est défaussée dans le vide, elle nous accompagne. Et comme elle a été stockée depuis que l'homme existe, on peut avoir des problèmes qui ressurgissent aujourd'hui, qui viennent en fait de tout ce qui a été mémorisé. Et là, il n'y a que les fameux guérisseurs énergétiques qui peuvent aller avec leurs outils. On ne comprend pas très bien comment ils font, mais peu importe. Ils ont des outils pour aller à ce niveau-là et cicatriser alors qu'il n'y a rien de matériel. Par contre, une fois qu'ils ont fait ce travail-là, dans l'invisible, on voit la différence après dans la matière. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut que la matière réapprenne avec la nouvelle information qui a été mise. Ça prend du temps, mais là, on a traité la cause. C'est-à-dire que quand le mal-être disparaît, c'est définitif. Si on veut vous suivre sur Internet, j'ai vu que vous utilisiez très bien les outils d'Internet. On peut vous retrouver où ? J'essaye de maintenir une chaîne YouTube pour mettre un peu des vidéos, pour motiver les gens. Bon, le problème, c'est que c'est très long à faire de la vidéo, donc voilà. Donc, j'ai pas tout le temps que je voudrais pour faire ça. J'ai aussi un site Internet. Pour ça, j'ai créé une association qui s'appelle Naturocante. Donc, qui permet à toutes les personnes, l'idée c'est que toutes les personnes qui sont touchées par ce que je dis et qui sentent qu'il faut aller dans cette direction-là, l'association grossisse. Et puis quand on atteindra une taille suffisante, on sera peut-être un acteur, non seulement au niveau médical, pour crédibiliser certaines techniques, mais aussi peut-être au niveau politique, pour dire, parce que le politique est important aussi, il y a des lois on déclare que telle façon de soigner est bonne, que telle façon de soigner est pas bonne. Ça, c'est pas normal. Ces décisions de justice ou de loi devraient être prises sur des critères autres que simplement la science actuelle qui a des aspects très intéressants, mais qui a aussi des limitations. Et donc là, c'est là où une association, c'est un groupe qui peut agir à ce niveau-là, parce que l'homme politique, lui, la personne, c'est pas son niveau. Lui, il faut un groupe, et plus le groupe est gros, plus il écoute. Donc voilà, il y a cette association, et avec un site internet qui permet donc vous tapez mon nom, Marc-Henri. Alors vous n'oubliez pas les guillemets, parce que il y a aussi le grand maître de l'Orient de France qui s'appelle Marc-Henri, c'est pas moi. Il y a aussi un boxeur qui s'appelle Marc-Henri. Donc vous risquez de tomber sur des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Donc vaut mieux mettre des guillemets. Et puis si vous voulez être sûr de me trouver, vous rajoutez « O ». Si vous étiez à ma place du journaliste, qu'est-ce que vous diriez à Marc-Henri ? Peut-être que la question que je poserais, ce serait celle-ci. Pourquoi on est aussi triste ? Parce que si vous regardez autour de vous, si vous écoutez un exposé scientifique, et là je me place dans la position du journaliste, c'est-à-dire que je critique, je me mets dans la peau de vous, et puis je regarde le monde scientifique, je dis mais qu'est-ce qu'ils sont tristes ? On rigole pas. Or si vous regardez mes vidéos et mes conférences, j'essaie toujours de rigoler un peu, quoi. Et je rigole d'autant plus que le sujet est plus sérieux. Cette idée qu'ont les scientifiques que les choses sérieuses doivent être traitées de façon sérieuse, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et que si j'étais journaliste,
je gratouillerai dans cette direction. Pourquoi vous êtes aussi triste pour parler de choses aussi importantes? Pourquoi vous n'avez pas de la joie et ça, c'est une question que je me pose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, justement. On a souvent l'image du scientifique très sérieux, très austère, très triste. Hein. C'est ça. Merci pour cet entretien. Merci à vous, et puis bonne continuation.